Alors, nous avons appris avec regret le décès de Dr Kamara Manoa, qui est un des pères fondateurs de l'IOPA, l'Internationale des pharmaciens d'Afrique. La famille de la pharmacie africaine a perdu un de ses membres, et donc je vous demande simplement une minute de silence. Et que son âme repose en paix. Merci beaucoup, merci. Et nos condoléances à la famille. Alors nous allons à présent être accueillis par les pharmaciens du Maroc, tous très fiers de vous recevoir à Marrakech pour cette 20e édition. Et je vais demander à la régie de nous diffuser un petit film mignon où chacun exprime à sa façon la bienvenue. Madame Zahi Aïcha, pharmacienne installée en officine à Rabat. Madame Zoubida Amrani, pharmacienne d'officine à Rabat. Monsieur Hloub El Salem, pharmacien d'officine installé à Rabat. Je suis Saad Ziadi, pharmacienne d'officine à Rabat. Nous sommes ravis, tous pharmaciens du Maroc, à célébrer avec nos amis africains la 20e édition du Forum pharmaceutique international ici à Marrakech. C'est l'occasion pour nous de partager nos idées, nos expériences avec nos amis africains. Je suis heureux de célébrer avec vous ces moments de partage et d'échange, d'expérience durant ce forum pharmaceutique international de Marrakech. Bienvenue à nos amis pharmaciens d'Afrique. Vous êtes ici, chez vous, dans votre deuxième patrie, le Maroc. À bientôt à Marrakech. Marhaba, marhaba. Soyez les bienvenus. Marhaba. Soyez les bienvenus. Marhaba bikoum. Excellences, mesdames et messieurs, donc nous allons démarrer par les conférences inaugurales, l'une traitant des médicaments conseils, état des lieux et intérêt pour le système de santé, une autre conférence sur l'intelligence artificielle au service de la santé. Et ensuite, cet après-midi, nous sommes tous conviés à partir de 15h. Si vous pouvez être là 5 minutes avant, ce serait bien. Il va y avoir la séance inaugurale officielle en présence du chef du gouvernement, du ministre de la Santé et également en présence de nombreuses personnalités internationales. Une session sera consacrée ensuite à la sécurité et qualité des actes pharmaceutiques et biologie médicale et différentes sessions réparties par thème, session industrie et répartition avec 3 panels, une session sur la pharmacie d'officine avec 6 conférences, une session sur la biologie, une session hospitalière et une session universitaire. Et mesdames et messieurs, sans transition, je souhaite inviter à présent Monsieur Charles de France, président de Sanisphère France, Dr Najier Gibi, pharmacienne et journaliste à Casablanca, qui va assurer la modération de cette première conférence, ainsi que le professeur Najia Hajjaj Hassouni, professeur de rhumatologie, ex-doyenne de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat et membre de l'Académie nationale française de médecine. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bien, bonjour à tous. Encore une fois, marhaban bikoum. Bienvenue à toute l'assistance, à tous ceux qui sont présents. Je voudrais d'abord commencer par remercier très chaleureusement le docteur Hamza Gdira,
présidente du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Maroc, et le docteur Fatima Lahmoudi, qui est secrétaire général du Conseil de l'Ordre des pharmaciens, ainsi que le docteur Younes Belayashi, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à participer à cette session. Et je voudrais vous dire également le plaisir qui est le mien d'être avec mes collègues et amis pharmaciens, et en particulier lorsqu'il s'agit d'un événement africain autour de l'Afrique, car je crois qu'on ne peut que se réunir chaque fois que l'on voit l'Afrique se réunir, c'est le cas de le dire, en nous rappelant que l'Afrique, c'est tout de même encore et toujours le berceau de l'humanité. Et je voudrais vous dire aussi combien je suis heureuse de participer à la commodération de cette session avec mes collègues et amis, le docteur Najia Arghibi, pharmacienne, journaliste, femme dont le dynamisme est connu de tous, mais que j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer chaque fois que je croise son chemin, et le docteur Riani, vice-président du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Maroc. Et sans plus tarder, car nous aurons la chance d'assister et d'écouter des interventions majeures, en essayant de laisser suffisamment de temps, bien entendu, à vos interventions et aux discussions qui animeront les débats et qui seront ensuite clôturées par des recommandations, eh bien, sans plus tarder, je donne la parole au docteur Najia Arghibi. Bonjour, bienvenue à vous tous de notre continent, l'Afrique. Et l'Afrique est à l'honneur à travers ce 20e forum international, pharmaceutique international. Donc c'est une date anniversaire. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir parmi nous à Marrakech et j'espère que vous allez vraiment enrichir et contribuer à nos échanges et que des recommandations seront formulées à la fin de ce congrès, ces recommandations partant vers les autorités sanitaires et partant également au niveau des grandes autorités de notre continent. Alors, Madame Hijaj Hassouni, qui préside cette session plénière de ce matin, c'est un vrai bonheur de la retrouver, une grande dame pour laquelle nous avons beaucoup de respect. Je vous rappelle qu'elle a été doyenne de la faculté de médecine de Rabat, qu'elle est membre du comité d'éthique pour Rabat, qu'elle est membre également de l'Académie de médecine en France. Elle est médecin, professeure de rhumatologie, qui a beaucoup travaillé avec les pharmaciens sur des pathologies chroniques, notamment la polyarthrite rhumatoïde, entre autres, où elle a associé les équipes officinales, où elle croit sur la alors ma langue fourche, pour l'action pluridisciplinaire autour du patient. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, c'est un thème extrêmement important qui nous tient à cœur. Il y a 5 années, dans le cadre de l'interordre maghrébin, nous nous sommes réunis, Algérie, pharmacie et Maroc, pour plancher sur le médicament conseil, pour un statut du médicament conseil. Nous avons adopté un certain nombre de décisions, notamment sur l'appellation, qui doit évoquer la notion de médicament, car c'est avant tout un médicament avec toutes les garanties, avec une autorisation de mise sur le marché, avec tout ce qui est les contraintes de qualité, de sécurité, donc tout au long de la production jusqu'à sa dispensation du médicament. C'est un médicament qui se prête au conseil de l'officine dans le sens où il est destiné aux pathologies bénignes et à la prise en charge de symptômes. C'est un médicament qui a sa place dans le système de santé et les nombreux pays qui ont statué sur le médicament conseil, appelé dans d'autres pays OTC parce qu'il peut se trouver au-delà des comptoirs des pharmacies, mais nous-mêmes, au niveau du Maghreb, nous avons pris le principe que le pharmacien est totalement responsable pour ce médicament et que ce médicament reste dans la pharmacie, mais avec un statut particulier. En effet, ce médicament, on le verra dans les présentations, a une place reconnue, mesurée économiquement pour ce qu'il peut apporter au système sanitaire, dans le sens des désengorgements des urgences, dans le sens d'une optimisation des offres de soins,
dans le sens des économies qui peuvent être réalisées par les organismes assureurs ou demain il y a un thème sur la couverture médicale universelle et il a toute sa place parce qu'il permet de réaliser des économies et de consacrer la pérennité d'une couverture médicale universelle et on verra que c'est l'objectif que nous voulons dans notre continent. Et enfin, ceci ne peut se faire qu'avec la compétence et l'expertise du pharmacien et de ses équipes. Ceci passe par l'identification des dénominations communes qui s'y prêtent parce qu'elles ne doivent pas présenter de toxicité majeure ou autre. Ceci passe par l'identification des symptômes ou pathologies bénignes candidates à ce produit. Ceci passe par la mise en place d'algorithmes pour prendre les décisions, pour avoir un exercice de qualité. Et ça, nous savons le faire puisque lorsque nous avons été associés à des projets de santé publique, notamment pour les technologies contraceptives au Maroc, eh bien, tous ces aspects ont été mis en place et ça a été une réussite d'un programme qui a été dupliqué dans d'autres pays. Néanmoins, là, donc, il va s'adresser au conseil du pharmacien qui engage sa responsabilité en général dans toute dispensation, mais tout particulièrement pour ce type de produit, parce qu'il est responsable, il devient entre guillemets prescripteur, puisque c'est lui, et cette importance est très essentielle à l'ère où la communication internationale via satellite s'exprime, à l'ère où les gens voient des publicités à travers les chaînes satellitaires sur des médicaments où il y a des publicités. Donc il est important que cette demande spontanée qui peut émaner de la population ne soit pas une automédication sauvage, mais une automédication responsable et que ça passe par le biais du pharmacien engagé et qui engage sa responsabilité. Donc voilà pour vous situer le tableau. Deuxième aspect, pourquoi c'est important? Parce que nous avons démarré ce travail il y a 5 années. À l'époque, on n'avait pas encore reçu le contre-coup de la baisse des médicaments qui sont nécessaires. Tous les États exercent une pression, c'est le paramètre le plus facile pour faire des économies pour les systèmes de santé, et ils n'hésitent pas à y aller. Mais l'effet volume qui devait compenser un petit peu la baisse des prix n'était pas au rendez-vous malheureusement. Mais malgré cela, et surtout pour cela, dans ce contexte-là, un statut spécifique, et c'est une recommandation que je voudrais que nous formulions tous ensemble à l'issue de ce forum, pour un statut spécifique de ce médicament conseil, qui est régi selon des règles précises, qui sont selon les recommandations de l'OMS, selon les recommandations de la Fédération internationale de la pharmacie, pour ce type de produit spécifique, pour lequel le pharmacien apporte sa responsabilité, apporte une plus-value, et cette plus-value doit être estimée, reconnue, rémunérée. Et c'est effectivement un bol d'air et un bol d'oxygène pour toute la chaîne du médicament, du producteur, distributeur jusqu'au dispensateur, et surtout donc un bol d'oxygène, et un bol d'oxygène pour les systèmes d'assurance maladie pour lesquels les calculs ont été faits. Alors pour cette conférence, parce que j'ai pris un peu de temps pour vous brosser le tableau, nous avons invité des personnes expertes dans ce domaine. Je commencerai par Charles de France, qui est cofondateur, qui est de formation ESSEC, une grande école, et qui est cofondateur de Sanisphère. Alors je vais mettre mes lunettes si vous le permettez. Alors Charles de France est cofondateur de Sanisphère. On verra qu'il a démarré surtout au niveau de notre continent justement. Il est implanté sur une vingtaine de pays, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc pour l'Afrique du Nord, le Cameroun, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Nigeria et le Sénégal et la Tanzanie pour l'Afrique. Il est implanté également dans l'Asie avec l'Inde, l'Indonésie et la Thaïlande. Donc il a une vision sanisphérique, je dirais, il nous parlera. Et il est implanté également au Liban, au Moyen-Orient. Il est consultant pour de grands laboratoires. Il va nous proposer sa méthodologie POP autour du médicament conseil. C'est une connaissance des comportements. Il nous expliquera comment il travaille sur la base de panels. Mais c'est la réalité du marché, c'est la réalité du comportement du marché. À vous la parole.
Parfait, merci pour votre accueil. Ravi d'intervenir ce matin. L'introduction était très claire. J'interviens donc en tant que société d'études pour expliquer un peu le rôle du pharmacien aujourd'hui et à partir de ce qui se passe concrètement dans l'officine, au Maroc, mais également dans d'autres pays, pour avoir un comparatif un peu plus large. La prochaine slide, s'il vous plaît. À moins que je puisse intervenir moi-même, je ne sais pas. Oui. Oui, très bien, merci. Alors, quelques mots concernant Cenisphère pour démarrer. Si je peux arriver à la slide. Prochaine slide. Oui, voilà, donc nous sommes une société d'études indépendante, spécialisée sur les marchés pharma émergents uniquement. Afrique, beaucoup d'Afrique, hein, ça a été dit, de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde, également d'autres projets d'expansion en Amérique latine. Voilà, c'est notre tropisme depuis une quinzaine d'années. Donc nous sommes une société d'études traditionnelle, mais nous avons un service différenciant qui s'appelle POP, pour Poste d'observation en pharmacie, qui est le service que je vais utiliser pour extraire des données pour étayer cette allocution. Et qui était un travail donc, que nous avons démarré il y a une dizaine d'années, qui consiste à observer les ventes dans les officines. Je vais l'expliquer maintenant. Voilà. Prochaine slide. Encore. Ou celle-ci. Merci. Voilà. Alors, ça, c'est une photo qui résume la méthodologie. Vous avez 3 personnes sur cette photo. Vous avez une pharmacienne derrière son comptoir, une patiente, et un de nos analystes qui est entouré de rouge et qui observe à longueur de journée les transactions entre les pharmaciens et les patients, qui écoute la discussion et qui codifie l'information sur sa tablette, sur son logiciel. D'accord ? Donc ça permet d'avoir une vision très, très concrète hein, de l'activité réelle, quotidienne de la pharmacie. Nos analystes sont tous des pharmaciens, c'est pour ça que nous sommes proches de la profession de l'officine, évidemment. Nos analystes sont tous des pharmaciens diplômés hein, en Afrique. Et puis surtout, nous travaillons dans des panels de pharmacie, entre 300 à 1000 pharmacies dans nos différents pays d'opération. Je profite de ce moment pour remercier les ordres des pharmaciens qui nous soutiennent, les pharmaciens qui peut-être parmi vous accueillent certains de nos analystes. C'est grâce à vous que nous pouvons faire ce travail de fourmi qui permet de créer une donnée réelle, concrète, qui j'espère peut servir également sur des sujets comme celui d'aujourd'hui. Donc voilà, ce travail d'observation est fait à longueur d'année sur tous les pays cités et il nous permet de travailler sur plusieurs types d'analyses, évidemment les parts de marché de sortie pharmacie, mais surtout les drivers de vente. Et c'est surtout cette analyse driver qu'on va utiliser aujourd'hui. Le driver, c'est le prescripteur, le pharmacien ou le patient. La question à laquelle on a voulu répondre lorsqu'on a démarré ce service il y a une dizaine d'années, c'était qui effectivement fait le choix du médicament vendu. Il peut se passer beaucoup de choses dans le parcours du patient, dans la transaction dans l'officine, et donc il s'agit de savoir qui a le rôle effectif. On travaille également sur les questions de substitution, de non-vente, c'est-à-dire les patients qui arrivent dans la pharmacie et qui quittent la pharmacie sans aucun produit, l'origine de prescription, puisqu'on voit arriver des dizaines de milliers d'ordonnances que l'on traite. On travaille sur l'impact promotionnel de nos clients. On peut également travailler sur des questions de symptômes, d'indications exprimées. Je démarre les analyses. Je voudrais en fait faire un triple constat. Le premier, c'est celui qui est décrit sur cette slide. Là, vous avez le comparatif du poids des drivers, total marché médicaments, hein, toutes classes thérapeutiques confondues, au Maroc, en Algérie, au Vietnam et en Indonésie. Donc, la question à laquelle on répond sur cette slide, c'est qui fait le choix effectif du produit vendu, en définitive, dans l'officine. Et vous voyez que la donnée saute aux yeux pour le Maroc. Hein, il y a une faiblesse, si vous me passez l'expression, relative, hein, je parle de statistiques, du pharmacien dans le choix du médicament vendu par rapport à d'autres pays, comme l'Algérie, comme le Vietnam, comme l'Indonésie. Là, ici, on a pris un panel de pays émergents qui ont des situations différentes. L'Algérie, par exemple, le pharmacien récupère du pouvoir parce qu'il substitue, et il substitue beaucoup. Au Vietnam, il a beaucoup de poids parce qu'il fait beaucoup de conseils, et c'est là-dessus qu'on va parler principalement. En Indonésie, c'est un cas particulier, enfin c'est pas un cas particulier, c'est un cas qu'on retrouve beaucoup, notamment en Afrique anglophone, c'est le cas du Nigeria, du Ghana, du Kenya. Les médecins prescrivent beaucoup en DCI, ce qui fait que le pharmacien a la latitude de choisir, à partir de la prescription DCI, le produit qui va être vendu. Voilà. Ça nous permet de dire qu'il y a évidemment aujourd'hui
une opportunité d'étendre le rôle du pharmacien, tout simplement pour s'aligner avec ce qu'on voit sur d'autres marchés comparables. La mondialisation tend à uniformiser certaines choses. Je ne me prononce pas de savoir si c'est bien ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a un mouvement général qui tend vers une uniformisation. Et là, en l'occurrence, le Maroc, il y a peut-être que la Tunisie qui est dans ce cas-là également, a ce cas particulier d'un pharmacien qui pèse assez peu dans la dispensation finale. Enfin, dans le choix final, pardon, pas dans la dispensation, dans le choix final. Deuxième constat, là ce sont des données Maroc uniquement, assez frappantes, entre 2 années, 2017 et 2018. On attend impatiemment les données 2019 pour voir si on confirme la tendance. En fait, on a vu entre 2017 et 2018 une forte baisse du nombre de patients qui venaient avec des ordonnances. Et, vase communicant, une hausse de patients qui venaient demander sans ordonnance directement le produit qu'ils voulaient acheter. Et vous voyez la baisse du rouge et la hausse de la partie bleue. Et par contre, le poids du pharmacien, lui, est resté stable. C'est-à-dire qu'il y avait moins de patients qui venaient avec des ordonnances, et pour autant, le pharmacien n'a pas eu l'occasion, au Maroc, de prendre plus de poids dans le choix du médicament vendu. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Et ça, c'est pareil, c'est une situation très, très, très générale. Le parcours du patient évolue. Les patients se sentent plus informés, il y a Internet, voilà, les sociétés changent. Et donc, il arrive que, on le voit dans beaucoup de pays, ils contournent un petit peu plus le médecin et ils vont aller faire plus d'automédication. En tout cas, ils vont arriver dans leur parcours patient, d'abord dans l'officine. Et donc, le premier professionnel de santé qui va être consulté, c'est le pharmacien. Enfin, pas que, mais le pharmacien va être davantage consulté en tant que professionnel de santé. Donc, constat 2, il nous paraît important de lui laisser un peu les coups des franches, puisque, encore une fois, les parcours, les comportements évoluent. Troisième constat, il est assez connu, l'univers de l'officine au Maroc souffre. Je ne pense pas choqué en disant ça. Là, on a pris un comparatif avec l'Algérie. Alors, bien sûr, la situation est différente. Il y a une sécurité sociale en Algérie, il y a des choses assez différentes. Mais vous voyez, par exemple, qu'il y a le même nombre d'officines, quasiment un peu ou prou, entre les deux pays, pour des tailles de marché très différentes. Il y a un rapport de 1 à 3. Autre fait, la parapharmacie, qui permet souvent aux pharmaciens de récupérer un peu de pouvoir, est assez peu développée au Maroc par rapport à d'autres pays, parce que depuis très longtemps, il y a un univers parapharmacie qui est très actif, et donc qui rogne des parts de marché évidentes pour le pharmacien. Et donc, en définitive, on a une situation où, en moyenne, l'officine marocaine est assez peu fréquentée. Là, vous avez le nombre de transactions par jour, Maroc, Algérie. Le Maroc est le seul pays dans tous nos pays d'opération où il y a en moyenne moins de 100 transactions par jour. Donc il y a une faiblesse d'activité. Là encore, il nous semble que étendre le rôle du pharmacien permettrait de dynamiser cet univers qui souffre. Alors, il y a plusieurs leviers, on pourra discuter plus tard éventuellement, mais il y a un levier qui est évident, qui est le plus simple en tout cas à mettre en place, compte tenu de ce qu'on vient de dire, qui est de donner un peu plus de latitude aux pharmaciens pour le conseil. Vous avez l'exemple ici du Vietnam. Vous voyez qu'au Vietnam, 44% du total des transactions est déterminé par le pharmacien. Alors qu'au Maroc, on est seulement à 12%. Donc il y a évidemment possibilité d'accroître ce chiffre. À commencer, bien sûr, par les grandes classes traditionnellement OTC. Alors, j'utilise le terme ici, mais qui sera au Maroc, l'idée de choisir un autre terme, mais c'est cette idée des grandes classes over the counter. Là, ici, on revient sur cette analyse driver, prescripteur, pharmacien, patient. On reprend les 4 pays de la première diapositive, Maroc, Algérie, Vietnam, Indonésie. Et donc vous voyez que sur ces grandes classes OTC, il y a une très grande différence entre le Maroc et les autres pays en termes de poids du pharmacien. Donc les vitamines, la douleur, l'allergie, donc les vitamines A11, la douleur analgésique plus anti-inflammatoire, les allergies R06. Voilà, il y a une vraie possibilité
pour le pharmacien d'accroître son poids, notamment parce que vous voyez la partie bleue, qui est énorme en fait, cette partie finalement d'automédication. Finalement, il y a un enjeu quand même qui est de maîtriser cette automédication, qui ne fait que s'accroître. Encore une fois, c'est un mouvement général dans beaucoup de marchés émergents. Et donc, permettre aux pharmaciens d'être plus actifs, en tout cas sur ces classes, permet également, en termes de santé publique, d'orienter cette automédication qui s'accroît. Je conclus par une slide d'exemple pour donner un peu de grain à moudre. Qu'est-ce que c'est que les grandes classes OTC? C'est la douleur, c'est les vitamines, c'est les allergies, on vient de le dire, c'est tous les problèmes gastro-intestinaux, les anti-rhumatiques, le médicament pour le nez, pour la gorge, la toux et le rhume. Enfin voilà, il y a différentes classifications selon les pays, mais c'est vrai qu'il y a quelques grandes classes assez évidentes qui représentent peut-être 30-35%, peut-être un tiers du total transaction, donc ça représente quand même beaucoup, et qui permettrait de changer la physionomie de l'univers officinal, redynamiser la profession, s'adapter au nouveau parcours patient, permettre aux pharmaciens de reprendre le contrôle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci, Monsieur Charles de France, pour cette présentation. Nous gardons les questions, vous les gardez précieusement pour la fin de cette session. Vous nous avez présenté donc une étude comparative sur certains comportements et sur les mesures sur certains marchés qui interpellent. Il y a des choses qui nous laissent particulièrement perplexes dans notre subjectivité du quotidien. Je retiendrai néanmoins que l'accès aux soins est au niveau des officines est plus faible par rapport aux pays voisins et d'autres pays, et qu'il faut drainer une population qui actuellement s'adresse ailleurs, et c'est celle qui engorge les urgences, qui engorge qui engorge les centres de santé, où on va pour le moins de bobos, et où les mères de famille, on les voit, elles viennent dans nos officines, elles passent la matinée, on les voit vers 11h, 11h30, et souvent c'est des choses qui peuvent être prises en charge en officine, bien évidemment. Donc ça va dans le sens de celui de laisser les centres de santé se préoccuper de tout ce qui relève des soins primaires, tels que le ministère de la Santé les a identifiés. Eh bien, pour la deuxième partie, là, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet et sur un autre angle, l'angle du médicament conseil, un tour d'horizon. Et nous avons un expert en la matière. Je ne peux pas vous dire tout le parcours qu'il a, mais je retiendrai 2 ou 3 éléments essentiels de votre parcours. Monsieur Kamal Oubaissi, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous, est membre de la Fédération internationale pour l'industrie de l'automédication responsable, la Global Self-Care Federation. Et il va partager aujourd'hui sa réflexion autour du thème automédication responsable ou médication officinale, médicament conseil. Il intervient en tant que membre en tant que MENAP SMI. Alors MENAP, ça, tout de suite on pense à la zone MENA, bien évidemment. Donc c'est la Self-Medication Industry au niveau du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et du Pakistan. Kamal Oubaissi a été interlocuteur auprès de l'OMS sur ces questions justement de self-care et d'automédication responsable. Et nous aurons beaucoup de plaisir à l'écouter, comme je l'ai écouté dans d'autres manifestations. Un excellent orateur qui va nous faire voyager avec lui sur beaucoup d'aspects touchant aux médicaments conseil et aux bénéfices qu'il peut apporter à toute la chaîne de soins et la chaîne de santé. Merci. À vous la parole, Kamal. Alors, bonjour. Alors, merci déjà pour l'invitation. C'est un vrai plaisir que d'être avec vous aujourd'hui. Ça faisait 6 ou 7 ans que je n'étais pas revenu au Maroc. Et je veux dire, je me sens un petit peu chez moi. Donc, c'est un vrai plaisir. Merci de votre accueil. Je vais commencer par vous présenter en 2 mots l'association que j'ai présidée, que j'ai eu l'honneur de présider pendant plus de 2 ans. En fait, MENAP est une association d'industriels, qui sont liés et qui travaillent avec des autorités de santé, avec les ONG, pour défendre
la cause de l'automédication. Et j'utilise volontairement, et de manière un peu provocative, je sais, le mot automédication, sachant que tout de suite après, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce mot-là. Donc on travaille avec l'OMS, effectivement, on représente des laboratoires, mais pas que des laboratoires, puisque nous avons des distributeurs et des ordres de pharmaciens qui sont aussi présents avec nous dans certains pays. Alors, le mot est lancé, automédication, OTC, médicament officinal, médicament conseil. Ne m'en tenez pas rigueur si je dis OTC, automédication. Pour moi, il y a une très grande diversité. Et je pense qu'on est tous d'accord que si on regarde en Afrique subsaharienne et par rapport à ce que vient de présenter Charles, les classes vont différer. Qu'est-ce qu'on peut inclure dans l'automédication ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas inclure, qu'est-ce qu'on doit inclure, qu'est-ce qu'on ne doit pas inclure. Donc c'est vraiment à chacun, à chaque pays, de travailler et de décider en fonction du contexte socio-économique comment on définit cette classe et comment on l'appelle, automédication, OTC, médicament conseil. Ceci étant, il y a une définition OMS qui est très claire, c'est-à-dire que ce sont des produits avec une toxicité négligeable, avec un profil safe. Alors, je suis en train de lire la version anglaise pour être extrêmement précis. Pas de risque de mésusage, là aussi, et ainsi de suite. Et donc, en fonction de tous ces éléments-là qui vous sont présentés, on retrouve très souvent les classes qui couvrent des pathologies comme la toux, le rhume, l'allergie. Mais en Afrique subsaharienne, si ma mémoire est bonne, on a tout ce qui est soins contre le paludisme aussi. Maintenant, comment développer cette classe-là ? Sur les 10 prochaines années, on va avoir plus de changements dans l'environnement que les 50 dernières années. Alors, ce n'est pas une boule de cristal, c'est Dr Google. Qu'on le veuille ou pas, les patients ou les consommateurs, encore une fois, peu importe comment on les appelle, vont sur Internet, regardent, s'éduquent, s'informent. Donc notre rôle en tant qu'industrie, mais aussi en tant qu'autorité et en tant que pharmacien, c'est vraiment de maîtriser cette information. On ne peut pas la bloquer. Donc il faut travailler ensemble pour avoir une information qui est bonne, qui est au bon moment et qui cible convenablement avec les bonnes informations. Il y a l'impact de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, il y a une conférence juste après, donc je ne reviendrai pas là-dessus, mais aujourd'hui, il y a un engorgement chez les médecins. Les pharmaciens, aujourd'hui, sont la meilleure couverture sanitaire dans les pays, et je dis bien les pays, pas qu'au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, mais partout, nous avons une excellente couverture santé grâce aux pharmaciens. Les médecins sont en train de souffrir, entre guillemets, puisqu'il y a un engorgement au niveau des hôpitaux ou de la médecine de ville, et ils se tournent, eux, déjà vers l'intelligence artificielle. Vous avez 2 exemples ici. MedAdom, qui est lancé en France, donc qui est je vais appeler ça de la télémédecine, mais qu'on peut faire depuis chez soi. On peut avoir un médecin en direct qui va nous aider, qui va faire toute la partie analyse et qui va nous réorienter vers un pharmacien. Et puis Babylone, qui a été lancé il y a 2 ans de mémoire en Angleterre, puisque le délai d'attente pour voir un médecin généraliste en Angleterre, qu'on ne choisit pas d'ailleurs, très souvent, était de plus de 15 jours. Et aujourd'hui, nous sommes à 4 ou 5 jours pour voir un médecin généraliste. Bon. Ceci étant, gardons en tête qu'on parle de maladies ou de pathologies bénignes. 4 ou 5 jours, quand on a un rhume, en général, on a déjà résolu le problème si on en parle avec son pharmacien. Un autre chiffre que je n'ai pas écrit ici puisqu'il n'a pas encore été diffusé largement, mais qui le sera dans les quelques jours qui viennent, les laboratoires d'innovation pensent que 65% du marché pharmaceutique en Europe et aux États-Unis, d'ici 2025, donc c'est demain, va être constitué de produits de specialty care. Alors, ce sont les maladies rares, ce sont la sclérose en plaques, l'oncologie, etc. Donc, très clairement, ça veut dire que le rôle du pharmacien va significativement changer, doit évoluer. Et aujourd'hui, je n'irai pas sur Google,
ou sur Amazon qui laisse fantasmer beaucoup les pharmaciens avec une sortie de l'officine. Si on reste dans l'officine, et c'est ce qu'on est en train de recommander, si on reste dans le cadre de la pharmacie, aujourd'hui, il y a des services, de plus en plus de pharmaciens ont des services de livraison. Pourquoi? Parce qu'il y a une catégorie de la population qui ne peut pas ou ne veut pas se déplacer en officine. Je dirais le dernier mile, le dernier kilomètre de livraison du médicament ou de la mise à disposition du médicament devient une vraie bataille. Et aujourd'hui, que ce soit par Amazon ou par un livreur, comme vous pouvez le voir ici, c'est quelque chose qui a été inventé, j'allais dire, dans cette partie du monde bien avant Amazon, puisqu'on en parlait hier. Très souvent, on appelait son pharmacien qui nous faisait livrer tel ou tel produit, parce qu'on connaît le pharmacien et parce qu'il a confiance, et on remettait la prescription à ce moment-là. Mais les pharmaciens sont en train de se délocaliser. Donc là, vous avez deux autres images en haut à droite. Vous avez par exemple des pharmacies qui sont en train d'ouvrir dans des centres de santé. Donc on parle bien de pharmacie et ce n'est pas que de la nutrition. Donc dans les centres de sport, dans certains centres de sport aux États-Unis, on voit des pharmacies s'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est un point de contact et d'interaction avec des patients potentiels. En bas à gauche, vous avez des pharmacies virtuelles, c'est-à-dire que vous n'avez plus des produits qui sont exposés, mais ce sont des écrans qui vont donc permettre aussi de mieux communiquer et de mieux informer. Je reviens à Dr Google, mais vous avez toujours le pharmacien qui est présent. Et enfin, vous avez, grâce à des petites applications, maintenant, vous pouvez commander votre produit en amont, mais plutôt qu'il ne soit livré, vous pouvez aller le chercher en officine. Donc le rôle du pharmacien est vraiment critique. Et le paradoxe, pour moi, c'est de dire que d'un côté, nous avons la meilleure couverture géographique dans tous les pays, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre, que dans cette partie du monde ou en Asie. Mais à l'inverse, la compression des coûts et des prix fait que cette parfaite couverture pose de plus en plus de problèmes économiques pour le pharmacien. Et donc, on a une couverture. Donc, avec une très bonne intention qui est de baisser et de donner un plus large accès aux soins, on est en train de se priver du meilleur réseau de diffusion de médicaments. Donc, c'est un peu ce challenge-là qu'il va falloir repenser et qui doit être repensé. On est obligé, on ne peut pas, nous, industriels, les pharmaciens et les autorités, on ne peut pas rester sans changer le modèle sur lequel on est. Et pour l'automédication, effectivement, pourquoi on en parle beaucoup et pourquoi ça peut être polémique, c'est le nombre de boîtes qui passent entre les mains, effectivement. Mais en réalité, en termes de coûts, c'est la part la plus petite, aussi bien dans les systèmes de remboursement que dans la part de chiffre d'affaires des laboratoires. Donc ce sont des boîtes, oui, industriellement c'est extrêmement important en volume, mais à l'inverse, le coût par rapport au coût d'hospitalisation sont négligeables. On a fait plusieurs études, je vous en présente très rapidement 4 et je vais vous expliquer la méthodologie. On estime aux États-Unis que lorsqu'un euro est dépensé par un patient directement en officine, ça équivaut à 7 $ d'économie, pardon, c'est des dollars, pas des euros, 7 $ d'économie pour le système de soins, qui peuvent être réorientés et redirigés vers des pathologies plus lourdes et qui le nécessitent. On est un petit peu plus en Amérique latine et en Australie, on est sur potentiellement, si on switch une partie des catégories qui aujourd'hui sont régulées vers de l'OTC, donc ne nécessitant plus une prescription ou une ordonnance, il y a près de 2 milliards d'économies. Le même exercice a été fait sur l'Europe. Si on switch 5% uniquement des médicaments qui sont sous ordonnance vers une libre commercialisation et un libre accès en officine, encore une fois, on parle de 16 milliards d'euros qui peuvent être réinjectés dans le système de soins sur d'autres pathologies. Alors comment on fait le calcul? Je dirais, on prend les étapes, donc j'appelle le médecin, je vais voir le médecin, je conduis, etc., etc. Chacune des étapes est valorisée. Et on estime quel est le temps qui
qui a été perdu en termes de productivité d'un employé, quel qu'il soit. Et on regarde le schéma en dessous, qui est de dire, si je vais voir mon pharmacien, si je discute avec mon pharmacien, si j'achète mon produit et si je repars au travail, quel est l'écart de coût? Et on multiplie par le nombre de prescriptions ou de patients, et on arrive à ce 1 pour 7 ou 1 pour 8 en fonction des pays. Donc voilà, qu'on le veuille ou pas, l'automédication, le médicament conseil existe déjà. Là, vous avez 3 chiffres qui sont en Angleterre, en France et en Autriche. On est à 90%, 77% en Autriche ou 80% en France de personnes ayant déjà eu recours à de l'automédication sur les 12 derniers mois. On a une étude que nous avions faite ensemble il y a 4-5 ans, on est à près de plus de 50% sur le Maghreb. Donc c'est un fait, c'est un état de fait, il faut le réguler pour pouvoir en bénéficier en tant que pharmacien, pour pouvoir maîtriser le cheminement du médicament et la sécurité des patients. Donc voilà, comment on peut évoluer, ce sera ma dernière slide, c'est de dire, en tant qu'industriel, notre rôle, nous, c'est vraiment d'assurer la qualité, la sécurité du produit, l'innovation produit, parce qu'aujourd'hui, même au niveau de l'OTC, il y a de l'innovation. Mais nous n'irons pas dans des pays où nous ne pouvons pas faire payer cette innovation. C'est évident. Donc ça pose un vrai problème. Nous avons une responsabilité de meilleure information, de meilleure communication avec le patient, le pharmacien et le patient, pardon, le consommateur ou les professionnels de santé. C'est un dialogue qui doit s'instaurer, qui doit aller, je dirais, crescendo. Les autorités ont l'obligation de garantir la délivrance sécurisée du produit. Aujourd'hui, la pharmacie est le meilleur moyen de le faire. Et il faut un cadre légal concerté pour cette communication et cette information patient. Si on coupe cette information, elle va se faire par d'autres biais, la nature ayant horreur du vide. Et en fait, le pharmacien, c'est ce que je vous ai un petit peu expliqué, c'est vous avez un devoir de conseil, mais un devoir de conseil et de service bien plus que la délivrance du produit. Et je pense qu'il va falloir que ce dialogue s'instaure de manière grandissante, accélérée avec vos clients. J'utilise volontairement ce mot-là. Meilleure compréhension du patient, l'observance, la réorientation vers le médecin. Vous êtes les premiers à pouvoir le faire et vous êtes les mieux placés à pouvoir le faire. Et bien évidemment, c'est mon dernier point, c'est le maintien de la première ligne en matière de prise en charge sanitaire. Donc, comment on dit ça, une petite phrase d'Abraham Lincoln qui, moi, la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer soi-même. Et ce sera vraiment ma dernière phrase de conclusion et je vous laisse avec ça. Merci beaucoup de votre attention. Merci Kamal Obeissi. Je rappelle aussi que vous avez en charge actuellement la stratégie globale commerciale des laboratoires Sanofi ainsi que la politique des prix. Donc je comprends tout à fait que vous soyez impliqué là-dedans. Vous nous avez fait un tour d'horizon de tout ce les facteurs environnementaux qui vont impacter, qui impacteront la pharmacie. Vous nous avez suggéré de nous préparer et d'adapter. Nous sommes actuellement, donc, nous ne sommes pas à devoir recourir à Amazon, puisqu'au Maroc, tout citoyen a une pharmacie à 10 minutes de son domicile. 10 minutes. C'est le maillage le mieux structuré au niveau de la carte sanitaire. Nous n'avons pas encore de désert pharmaceutique, heureusement. C'est le premier poste de santé. C'est parfois le seul dans certaines régions enclavées où il n'y a ni centre de santé, même pas de médecin. Mais donc, c'est pourquoi il est essentiel donc, que le pharmacien soit impliqué. Vous nous avez apporté chiffres à l'appui, les économies en termes de santé qui vont justifier pourquoi les autorités sanitaires doivent prévoir ce domaine et ce statut du médicament conseil. Merci. Alors, je ne veux pas accaparer la parole. Je suppose que vous avez des questions pour nos interlocuteurs. Et nous allons ouvrir une première liste. Je voudrais démarrer, interpeller, puisque j'ai parlé de l'historique qui nous a amené à réfléchir au niveau de l'Afrique du Nord, donc des 3 pays d'Afrique du Nord.
pour un statut du médicament conseil. Et je pense que la réflexion sera adaptée dans chacun de nos pays de notre continent en fonction de la réalité du pays. Mais néanmoins, ce statut doit être adopté dans tout notre continent et qu'il conforte le pharmacien dans son rôle pour l'encadrement de cette automédication, pour l'encadrement et la prise en charge des pathologies bénignes. C'est une recommandation forte qui doit être portée par ce forum, ce 20e forum. Je voudrais interpeller dans la salle de... Oui, alors... Je ne vous vois pas bien, mais voilà. Nous avons avec nous les gens qui ont travaillé et je voudrais les interpeller pour savoir où ils en sont sur ce projet de statut du médicament conseil au niveau maghrébin, avec tous les critères que nous avons conjointement retenus tous ensemble, aussi bien sur l'appellation, sur la pratique des prix, sur la publicité à l'égard des grands publics. Chadli Fendri, qui est dans l'obscurité là-bas, je vais démarrer avec lui, avec, si vous le permettez aussi, Lotfi Ben Bahmed, qui nous diront un petit peu où ils en sont, si vous voulez bien. Et après, je retournerai vers la salle pour les questions qui émaneront. Merci Najia, merci à tous les conférenciers. Donc, comme tu l'as si bien dit, nous avons commencé à travailler au niveau de la Tunisie par rapport à ce projet de médicaments conseil. Nous sommes conscients en Tunisie que le médicament conseil porte un intérêt pour tous les intervenants au niveau de la chaîne pharmaceutique. D'abord, un intérêt pour la communauté. Ça permettra certainement de rationaliser les dépenses en matière de santé. Un intérêt pour le patient aussi, parce que ça lui permettra d'accéder plus facilement aux médicaments. Et puis un intérêt certainement pour le pharmacien d'officine, parce qu'il aura des revenus plus importants, ce qui lui permettra aussi d'améliorer la qualité de son service. Et un intérêt matériel aussi pour les industriels qui augmenteront leurs revenus et passeront certainement vers une meilleure qualité et vers l'innovation. Donc finalement, en Tunisie, nous avons déjà arrêté l'approche juridique. Donc nous avons déjà arrêté une définition et cette définition a été présentée au sein d'un projet de modification de la loi régissant la profession pharmaceutique. Ce projet a été présenté dernièrement d'ailleurs à l'Assemblée des représentants du peuple. Ce dossier est en train justement d'être traité ces jours-ci au niveau de l'Assemblée nationale et nous espérons que dans quelques semaines, nous aurons déjà la définition juridique dans une loi du médicament conseil. Après, on passera certainement vers le référencement et nous allons certainement nous aligner sur la liste de classification des pathologies de la France. Donc, on prendra certainement les 10 pathologies, voilà, les 10 pathologies qui ont été fixées au niveau des autorités françaises. On passera ensuite certainement vers le volet économique. Le volet économique va être certainement pris en charge par les syndicats. J'ai à côté de moi la présidente de la Chambre syndicale des industries pharmaceutiques et le président du syndicat des pharmaciens d'officine. Mais certainement le Conseil national aura son mot à dire, bien sûr, parce que quand on va traiter soit des remises, soit des intérêts économiques, soit de la publicité, le Conseil national exige bien sûr certaines garanties. D'abord, l'accessibilité du patient aux médicaments, la valorisation de l'acte pharmaceutique, garantir le monopole, tout ça c'est très important. Mais au-delà de tout ça, ce qui est très important pour pouvoir revendiquer ce médicament conseil, 2 conditions incontournables. D'abord, l'exercice personnel de la profession. Il faut que le pharmacien soit sur son comptoir. Et 2, c'est très très important d'instaurer une formation continue, un minimum de formation continue à court terme pour la rendre obligatoire à très long terme. Merci. Merci, Chadli Fendri. Si vous le permettez, je demanderai à la régie si c'est possible d'éclairer la salle. Merci, voilà.
Alors, Lotfi Ben Bahmed, et là je vois, c'est Dr Sadia Moutaoukil, président du Conseil régional Sud, qui a levé la main, c'est ça? Et à côté, une autre dame. Donc, on conduira avec cette liste. Alors, Lotfi Ben Bahmed. Oui. Donc, pour compléter ce qu'a dit Chedli sur l'intérêt pour le médicament conseil, effectivement, l'Ordre des pharmaciens et l'ensemble de la chaîne pharmaceutique, c'est-à-dire syndicats, ordres, industriels, ont soutenu l'idée de mettre en place un statut pour le médicament conseil en Algérie. Et c'est ce qui a été fait à travers la promulgation de la loi 1811 qui est parue l'année passée en juillet. Et effectivement, désormais, nous appelons ça les médicaments à non-prescription obligatoire. C'est le terme utilisé dans la définition de la loi. L'intérêt du soutien de la mise en place de ce statut, c'est que l'intérêt éminemment pour la santé publique, la protection de la santé publique, effectivement, parce que l'usage de ces produits détourne de l'abus de l'usage des produits à prescription obligatoire. C'est-à-dire quand nous faisons la promotion de ces produits, les malades ne s'orientent pas vers les médicaments qui leur sont habituellement prescrits, et notamment les antibiotiques. Et l'usage et la promotion du médicament conseil est une manière de lutter contre l'antibiorésistance, d'une part. Par ailleurs, les malades, très souvent ces produits ne sont pas remboursés. Nous sommes dans un système de sécurité sociale généralisée. Comme ces produits ne sont pas remboursés, lorsque les malades vont demander des produits remboursables prescrits par les médecins, généralement ce n'est pas un produit, d'ailleurs c'est 4-5 produits, et c'est souvent des antibiotiques, des corticoïdes, des produits qui ont un impact sur la santé publique, qui ont des effets indésirables, qui ont des contre-indications, qui sont plus lourds, je veux dire, pour nos patients. Donc l'intérêt de promouvoir ces produits, c'est que le pharmacien aussi, et nous pour l'ordre c'est important, se cantonne aussi dans la délivrance que de ces produits-là. Parce que dans nos pays, très souvent, comme il n'y a pas la promotion de ces produits-là, il y a la limite entre les produits à prescription obligatoire et à non-prescription obligatoire n'est pas souvent claire pour les malades, et ils ne comprennent pas que le pharmacien refuse de leur délivrer des produits qu'ils ont l'habitude de consommer. Donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons promu, en tout cas en termes de protection de santé publique. Après, effectivement, il y a le facteur économique qui est là. Un produit consommé non remboursé, c'est autant d'économies pour la sécurité sociale, et ça permet de réguler les dépenses et de pouvoir rembourser ou de prendre en charge notamment les médicaments innovants pour toutes les maladies chroniques, l'oncologie, on en a parlé tout à l'heure, Kamel a mis un focus là-dessus. Effectivement, ce sont les molécules qui seront de plus en plus onéreuses, qui seront de plus en plus difficiles pour nos États et nos assurances sociales de prendre en charge. Donc double intérêt en termes de santé publique et en termes économiques. Merci à nos deux. Je rappelle que Chedli Fendri est président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens de Tunisie, et je le remercie de nous avoir apporté l'information que, alhamdoulilah, c'est dans le pipe, c'est en bonne voie, et que vous êtes dans le peloton de tête pour la mise en place de ce statut. Je remercie également Lotfi Ben Bahmed, qui est président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens d'Algérie et président de l'IOPA, l'inter-ordre des pharmaciens d'Afrique, et qui a rapporté ce regard plus précis sur la contribution d'un statut dans le sens où on va pouvoir démarquer ce qui relève de la prescription et prendre en charge, et l'intérêt de prendre en charge les symptômes, les pathologies bénignes, et sur la base, je ne sais pas si vous aussi, Chedli nous a dit qu'ils vont retenir la base de ces pathologies, de ces symptômes bénins, calqués sur l'Agence nationale de sécurité de l'ANSM en France, avec les 10 grandes classes. Est-ce que ça va être le cas aussi à votre niveau? Je pense que oui. Je pense que nous irons dans le même sens, de nous aligner dans un premier temps sur ce qui est connu avec les algorithmes, sur la même classe. Alors, j'ai deux personnes, Madame Sadia Moutaoukil et Monsieur Tahiri, qui est... Ginebio et Monsieur Megerla. Alors, on commence. Honneur aux dames. La dame, c'est vous.
Merci Madame Guibi. Moi je ne vais pas trop m'étaler. Le travail qu'on fait au niveau du Maghreb, il se rejoint. Donc ce qu'on a fait, la projection et la réflexion qu'on a au niveau du Maroc va dans le même sens que nos deux... que ce qu'a cité Sichedli et Monsieur Lotfi, tout en insistant sur l'intérêt de santé publique. Avant de céder la parole à Si Hakim, j'insiste sur le fait que pour nous, les appellations sont très importantes. OTC, automédication, c'est complètement refusé ici. Le mot client, complètement refusé. Alors, patient, on parle de patient parce que le patient a besoin d'un encadrement d'un professionnel de santé. Le pharmacien est un professionnel de santé, sa présence et son encadrement est primordial. Ça, c'est important, on ne cède pas sur ce point. Et bien sûr, il y a l'intérêt pour les caisses, pour que seuls les médicaments à intérêt pour les pathologies essentiel soit pris en charge, surtout dans le pays où il y a un problème de financement pour les caisses et de pérennité de ce système de remboursement. Donc, le médicament conseil par le pharmacien a toute sa place. Et je ne m'étale pas trop, je cède la parole à Si Hakim et après le docteur Megerla. Voilà. Merci. Hakim Taheri, industriel, Génie Biopharma Maroc. Tout d'abord, je remercie les deux orateurs pour les deux premières communications qui étaient claires et bien précises, bien données. Ma question, elle est pour Charles, Monsieur Charles, c'est concernant le nombre faible des transactions par officine par jour au Maroc. Vous dites que c'est le nombre le plus faible, disons, par rapport aux pays comparés, aux pays voisins de l'Afrique et quelques autres pays de l'Asie. Est-ce que c'est vraiment faible ou est-ce que le nombre d'officines qui est élevé par rapport à la population, parce que si on compare le nombre d'officines dans d'autres pays, il est plus faible que le nôtre. Voilà, merci. Alors, c'est évidemment d'abord la question du nombre d'officines. Alors maintenant, on sait les difficultés qu'il y aurait aujourd'hui à travailler sur ce sujet, parce qu'une fois qu'une officine est ouverte, voilà, il nous semble plus facile de dynamiser l'officine que d'essayer d'enfermer. Voilà, hein, pour parler franchement. Mais il est évident qu'aujourd'hui, il y a un peu trop d'officines au Maroc, c'est certain. Donc il faut trouver des solutions pour donner les coups des franches aux pharmaciens. Pardon ? Je disais donc, ce n'est pas le nombre de transactions qui est faible par rapport aux autres pays, c'est le nombre d'officines qui est important, qui est plus important que les... C'est d'abord le premier sujet. Alors bien sûr, quand il y a... Pour une population moins importante aussi, que les autres pays. Aussi. Hein, mais quand évidemment il y a une assurance sociale généralisée, comme en Algérie, eh bien évidemment c'est un facteur qui aide à l'activité. Ce n'est pas le cas au Maroc, donc voilà. Mais c'est vrai que le premier principe, c'est d'abord le nombre d'officines. Merci. Alors, juste pour assurer ma consoeur Sadia Moutaoukil, l'automédication responsable, c'est une définition de l'OMS. Nous faisons un focus sur médicaments conseils, mais cette automédication existe. Nous voulons la rendre responsable sous la responsabilité du pharmacien. C'est ce qui a été retenu. Donc, on parlera de médicaments conseils dans un premier temps. Et c'est vrai, je comprends l'appréhension pour qu'on ne nous taxe pas d'aller encourager le recours pour la population à se soigner n'importe comment. Donc, j'ai deux personnes, et je voudrais aussi interpeller notre présidente de séance. Alors, 3 personnes. Je commence. Alors, qui est le plus près? Combien de personnes? Monsieur Megerla a demandé la parole. Monsieur Megerla, j'ai oublié. Oui, Megerla. Megerla, et puis je passerai aux 3 personnes après. Okay. Merci pour ces 2 exposés très intéressants. Un premier point sur l'automédication et la médication officinale. Il est vrai qu'il y a une ambiguïté de vocabulaire. L'automédication désignant un comportement d'individu, alors qu'on parle ici de procédure. Procédure par laquelle une personne
compétente va gérer un risque pharmacologique avec une intelligence de contexte. Donc la différence entre un comportement individuel constaté par de l'automédication et une procédure de médication officinale sollicitant un intermédiaire qualifié, c'est une différence qui n'est pas neutre. J'étais très sensible aux commentaires de nos collègues tunisiens et algériens en ce qui concerne la distinction prescription médicale obligatoire, prescription médicale facultative. Et là, c'est bien une matière à la fois à investigation et à recommandation. D'abord parce que c'est une distinction majeure. Et ce qui serait peut-être intéressant, lorsqu'on a parlé de manière globalisée de l'OTC, c'est d'avoir une idée de la structure des marchés, parce que c'est une compétence nationale. Et que chaque État va, dans sa réglementation, déterminer un peu comme un curseur ses propres critères. Or, ils ne sont pas partout pareils. Donc, on ne peut pas comparer des marchés d'OTC sans en connaître la géométrie interne en ce qui relève de la prescription obligatoire et de la prescription facultative. D'autant que lorsque la prescription est obligatoire, ça peut être pour deux types de raisons. Prescription obligatoire parce que la prescription médicale est un document qui va autoriser la délivrance de substances potentiellement dangereuses, ou bien fonder le remboursement d'une ressource. Ce n'est pas forcément un danger, donc justifier un remboursement. Et ça fait donc une distinction importante. Est-ce qu'on pourrait avoir un tableau comparatif de la géométrie entre PMO, PMF, et ensuite justification, est-ce que c'est un pressentiment de gestion, de danger, ou est-ce qu'une intention de fonder un remboursement? Là, une approche matricielle de ce type-là nous éclairerait beaucoup et sans doute favoriserait des recommandations finales. Le deuxième élément, qui est également une question, mais le professeur Hadjadj qui est parmi nous, c'est la responsabilité spécifique. Et nous savons tous que quand un produit ne relève pas de la prescription médicale obligatoire, il n'y a pas moins de responsabilité. Que toute ressource délivrée à un moment donné peut avoir l'effet de masquer un symptôme, de fausser un test, de retarder une consultation ou de masquer une détresse sociale. Donc c'est une responsabilité extraordinairement importante, justifiant parfaitement la qualification, l'exercice personnel qui est évoqué et l'évaluation continue des compétences. Donc c'est le raisonnement non pas face à un client ni même à un patient, mais face à une trajectoire. Et les outils de l'information, le continuum d'informations partagées devient un élément de clé. L'entité sur laquelle on raisonne, ça n'est pas un client, ça n'est même pas un patient, c'est un parcours. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant parce que ça refonde en quelque sorte la place du pharmacien dans le système. Est-ce qu'on pourra avoir votre retour là-dessus? Un troisième et dernier élément, c'est l'explosion de l'information. Nous savons que le marketing ciblé, l'information, le multimédia, l'Internet ont transformé profondément les comportements et l'économie mentale, pas simplement des professionnels, mais également des patients. La conséquence, c'est que nous étions hier dans un monde de rareté d'information, nous sommes aujourd'hui dans un monde de rareté d'attention. Il y a bien des pharmacies dans lesquelles le temps passé à expliquer la raison pour laquelle il ne faut pas ce produit, mais plutôt celui-là, est parfois considérable, parce qu'il y a un phénomène d'induction, en quelque sorte, et la maîtrise du risque, l'objectif de santé publique, dans certains cas, c'est d'arriver à accompagner quelqu'un contre ses préférences induites par un certain nombre de phénomènes psychosociaux, médiatiques, etc. Et pour ça, la qualité, sécurité, efficacité du produit, certes, mais qualité, sécurité, efficacité de l'information également. Et donc, on retrouve le niveau qualifié, l'exercice personnel, etc. Est-ce que l'on pourra avoir vos réflexions sur ces trois points, s'il vous plaît? Merci. Merci, M. Gerlin. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie nationale de la pharmacie en France et que vous enseignez également à l'Université internationale de Ben Guerir, en plus d'être enseignant-chercheur à Grenoble, me semble-t-il. Voilà. Merci pour avoir apporté ces précisions, bien évidemment, de tout qui découle justement de ce statut, qui va se positionner dans les médicaments à prescription médicale facultative et tous ces aspects que vous avez évoqués sur le comportement, sur l'encadrement du pharmacien et la responsabilité du pharmacien. Et c'est bien dans ce sens que nous allons avancer. Alors, j'ai trois personnes qui voulaient intervenir. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Vous me permettez de féliciter les deux présentateurs pour nous avoir vraiment partagé avec nous
un certain nombre d'informations qui se rapportent quand même à la vie de la profession. Je pense qu'aujourd'hui, ces deux communications posent le problème réel de l'usage rationnel du médicament. Et je pense que qui parle d'usage rationnel du médicament pose le problème de la responsabilité de l'acte pharmaceutique en tant que tel, qui interpelle en ligne droite le pharmacien. Je pense que ce sont des communications qui méritent d'être partagées de manière beaucoup plus large. Et je me pose même la question de savoir quand serait-il de ces résultats dans un environnement où véritablement il y a une prolifération vraiment de sites illégaux, il y a une prolifération de médicaments falsifiés, il y a une prolifération véritablement de dépôts illégaux. Je pense que ça aussi, c'est important d'en tenir compte. Alors, le problème de la responsabilité de l'acte pharmaceutique interpelle en droite ligne effectivement la responsabilité du pharmacien dans son rôle de dispensateur. Et dans les trois cas, si on s'en tient quand même aux drivers, le premier qui concerne la prescription, l'œil du pharmacien ne peut pas manquer parce qu'il intervient dans le cadre du contrôle de la régularité et de l'authenticité de la prescription. Le pharmacien aura tout le temps quelque chose à dire à chaque fois qu'il est en face d'une prescription. Il peut se poser d'un problème de posologie, d'un problème d'incompatibilité. Et je pense que ça aussi, c'est pour cela que le législateur a jugé de la nécessité véritablement de permettre à ce pharmacien d'intervenir. Le problème également du pharmacien en tant que conseil, je pense que c'est assez important parce que quand il fait référence à le choix d'un médicament, il pose le problème de la rationalité et des raisons qui conduisent ou bien qui poussent au choix de ce médicament. Donc, il se pose le problème de la rationalité du médicament. Donc, le dernier élément qui intervient, c'est l'automédication. Comme vient le rappeler mon prédécesseur, effectivement, il s'agit d'un acte personnel, d'une responsabilité à devoir se prendre en charge par le choix personnel d'un produit. Je pense que là aussi, le pharmacien est interpellé du point de vue de sa responsabilité de l'acte, parce que quand le patient se présente devant le pharmacien, il lui demande de lui céder tel produit ou bien de lui dispenser tel produit. Même si cela relève de la volonté du patient en tant que tel, la responsabilité du pharmacien demeure absolue. Et en cas de problème, quoi qu'il puisse advenir, c'est l'acte pharmaceutique qui va être jugé. Et je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Donc, je voudrais véritablement relever cela pour dire à quel niveau le rôle du pharmacien est important. Merci pour cette remarque qui va dans le sens de ce qu'a évoqué Megerlin juste avant. Je prends deux autres questions en clôture, ou alors vraiment très rapidement, Ben Ammar. On ne peut pas ouvrir d'autres listes parce que nous avons une deuxième communication et il faut que nous formulions un petit peu la synthèse et les recommandations. Non, la parole est d'abord à Rachid Lemreni qui l'a demandé avant toi. Alors, Rachid et Aïcha Zahi. Alors, Rachid Lemreni, tu te présentes, voilà. Bonjour, Rachid Lemreni. J'interviens au nom du Conseil de l'Ordre des pharmaciens fabricants répartiteurs. Donc, le sujet, bien sûr, est très intéressant et personnellement me passionne. Et je pense que plus que jamais, au Maroc, il faut absolument qu'on avance sur ce statut. D'ailleurs, je tiens à féliciter mon ami Kamel Ouveissi pour sa brillante présentation. Je rappelle seulement que ça fait 3 à 4 ans qu'on travaille dans un groupe sur ce sujet. D'ailleurs, un groupe où il y avait le Conseil de l'Ordre des pharmaciens, il y avait l'AMI, puis il y avait le LEM, il y avait nos amis aussi même de la pharmacovigilance, parce qu'il y a un aspect safety aussi, quand on travaille sur les listes, sur les molécules et tout ça. Même on avait l'ANAM avec nous, parce que remboursement, déremboursement, on est en plein sujet. Juste pour dire qu'il y a un projet assez avancé, et pour donner une information qu'on a ressorti ce sujet avec le professeur Jamal Tawfir, directeur du médicament, et il est prévu qu'on travaille ensemble pour finaliser ce qui était déjà assez bien entamé, où d'ailleurs Naji Ergibi était aussi très active. Donc voilà, juste pour dire qu'au Maroc, effectivement, on était dans le même groupe de travail avec nos amis tunisiens et algériens, espérant qu'on concrétise rapidement ce sujet qui est attendu un peu par tout le monde. Un autre aspect que personne n'a évoqué aussi, au Maroc, donc on attend
un peu de définir de façon juridique claire ce sujet, cet aspect. C'est clair, après il sera lié à l'aspect sur les prix, parce que le prix on ne peut pas garder le système actuel de prix qui est appliqué sur les médicaments en conseil, c'est impossible. Donc il y a une réflexion aussi qui intègre aussi la TVA, qui intègre un tas de choses. Et il y a aussi un aspect important, c'est celui de la publicité, puisqu'au Maroc, on n'a pas encore le décret d'application sur la publicité du médicament qu'on appelle grand public. Ça aussi, c'est un projet sur lequel on travaille. Je voulais juste partager ces informations pour la partie Maroc et je vous remercie. Merci Rachid. Bien évidemment, c'est le corollaire, que tu l'as bien évoqué, de ce statut va avec tout ce ce que tu viens d'évoquer, le prix, la publicité grand public. Alors, Aïcha... J'ai 30 secondes. Moi, c'est justement un souhait, plutôt une question. Maintenant qu'on parle autour de tout ce qui est médicaments OTC, médicaments au conseil, moi, je pose la question, y a-t-il pas moyen, justement, de mettre un cadre juridique ou, par exemple, créer liste 5 de ces médicaments-là où le pharmacien pourra, justement, je dirais pas prescrire, mais justement les délivrer avec connaissance et suivi. Voilà, c'est juste cet aspect juridique. Merci. Et la question justement est à M. Kamel. Merci. Pour répondre à la question, parce que ça concerne le Maroc, bien évidemment, Saline, nous avons, Rachid l'a évoqué, Fachad Lifandri, nous avons travaillé ensemble. Et donc, effectivement, il y a une liste de médicaments qui sont à prescription médicale facultative, une liste de DCI, et qui va s'adresser aux classes. Et nous en avons malheureusement qu'une heure, et c'est très bien que ça vous ait donné le goût que nous allions plus loin. Et donc, c'est déjà définir ce statut, et puis décliner après vers le prix, parce que ce ne sont pas des médicaments, pour la plupart, ne sont pas remboursés. Certains peuvent l'être, sauf pour leur publicité, pour la TVA qui doit être jointe. Donc, toutes ces questions que tu as évoquées, il y a une réponse. Et Sadia est revenue parmi nous. Alors, Ben Ammar, très rapidement, s'il vous plaît, parce qu'après, on doit conclure. Ben Ammar est un confrère, il va se présenter, que je connais de longue date, qui est un grand monsieur, enseignant au Canada, chercheur, connu, reconnu pour ses travaux, ses publications multiples. Donc, très brièvement. Je remercie les conférenciers et les deux modératrices. Ma question concerne la pratique de l'officine dans toute l'Afrique. Et je prends l'exemple de ce que nous faisons au Québec. On doit tendre au mieux chez nous aussi, c'est-à-dire que je pense qu'il faut valoriser la pharmacie clinique. L'acte pharmaceutique est rémunéré au Québec. Dans toutes les officines, il y a un emplacement réservé pour une entrevue confidentielle entre le pharmacien et le patient. Et on prend même la tension artérielle ou la glycémie. Donc je pense qu'on doit prendre la place qui nous correspond. Il faut aussi, à mon avis, améliorer la relation entre le médecin et le pharmacien. Ça ne doit pas être perçu comme une rivalité, mais une complémentarité. Et pour les médicaments au conseil, bien qu'ils sont relativement sécuritaires, nous avons aussi un rôle important à jouer au niveau des interactions pharmacologiques. Donc ma question, c'est comment interpeller les autorités sanitaires pour que le pharmacien puisse remplir pleinement son rôle. Merci. Merci. J'ai oublié quelqu'un qui a l'air de me reprocher de l'avoir oublié. Voilà. Alors, je suis désolée, là j'ai été trop de ce côté. S'il vous plaît. Alors, soyez très bref, très bref. Vraiment, alors j'ai Ikhlas Benihia. Ikhlas Benihia pour conclure. Alors, à vous, très brièvement, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Al-Tini. Et je voudrais revenir sur un certain paradoxe relevé lors de la première intervention concernant un terme qui, à mon sens, est impropre à l'activité du pharmacien. Je veux dire par là vente et vendu. Nous voulons bien valoriser l'acte pharmaceutique, et le pharmacien par là, mais malheureusement, ces termes le dévalorisent. Merci beaucoup. Merci Hamdoun. Maintenant, j'ai reconnu la voix parce que je vois rien de loin. Ikhlas.
Merci. Moi, j'aurais un seul mot à souhaiter à ce qu'il figure dans toutes les propositions, c'est l'obligation de la formation continue du pharmacien. Parce que sans celle-ci, aucun acte ne pourra être responsable au niveau de nos officines et aucun suivi ni aucune dispensation d'un produit, quel qu'il soit un médicament conseil ou un médicament à prescription, ne pourra se faire dans les règles de l'art. Donc la formation continue, l'obligation de la formation continue doit figurer dans tous les textes qui seront amenés à apparaître. Merci. Merci beaucoup, Ikhlas, pour cette belle conclusion sur cette thématique. Malheureusement, c'est passionnant et il y a beaucoup de choses à dire encore. Tout ce qui a été évoqué est très pertinent, aussi bien sur ce qui se met en place au niveau de la Tunisie et d'Algérie, et que aussi bien avec ce qui a été évoqué sur le Sénégal et certainement d'autres pays où il y a une contribution supplémentaire à drainer les gens vers les officines pour limiter le recours à des médicaments falsifiés, à des médicaments de la rue, entre guillemets, aussi bien sur les appréhensions, sur l'étymologie des termes à utiliser, aussi bien sur l'encadrement et tout ce qui doit découler de ce statut juridique réglementaire pour le médicament conseil, aussi bien... Pardon ? Oui, bon, j'ai perdu mon fil du coup. Retenons également que c'est une urgence qui apportera un bol d'oxygène au secteur de la chaîne du médicament dans nos pays, au système de santé, et que ça s'accompagne bien évidemment de l'identification des DCI concernés, des pathologies concernées et d'une formation adéquate pour la prise en charge, et que la responsabilité du pharmacien est largement engagée, et qu'au-delà des économies de santé ou de l'accompagnement des patients, il reste d'autres éléments positifs à encadrer, donc à aller vers ce statut, notamment pour limiter l'antibiorésistance, notamment pour limiter, pour désengorger les systèmes d'urgence et les structures hospitalières, et notamment donc pour accompagner les patients qui sont sous influence, et ça a été évoqué, sur l'environnement qui est de Dr Google et autres, et pour que nous accomplissions pleinement notre responsabilité, qui est doublement engagée sur ce type de produit. Nous sommes responsables pour accompagner les prescriptions, mais nous sommes encore plus responsables dans ce type de médicaments. Et je laisse le mot de la fin pour Dr Najih Hassouni. Je vous remercie donc les intervenants et la qualité des questions que vous avez posées, qui sont extrêmement importantes. À vous. Merci beaucoup, Najia, de me donner la parole pour conclure cette première session. Je dois dire que j'ai écouté avec un très grand intérêt à la fois les interventions des deux orateurs qui nous ont apporté l'éclairage de leur expérience dans un environnement, dans des pays où l'évolution des choses, et on peut appeler pays développés, qui ont traversé un certain nombre d'expériences, de réflexions pour en arriver là aujourd'hui, et qui continuent encore à débattre des problèmes qu'ils vivent en interne. Bien entendu, rien n'est jamais figé. Et j'ai écouté également avec beaucoup d'intérêt les différentes interventions dans la salle qui montrent combien le sujet est sensible et combien les uns et les autres vous êtes informés et très au courant et intéressés, bien entendu, par ce souci, je dirais, si on devait le résumer, je le résumerai de cette manière-là, ce souci de l'accès des patients, et le mot patient a été souligné avec beaucoup de justesse, l'accès des patients aux soins. Et je crois que c'est ce qui doit nous préoccuper tous, c'est la pierre angulaire de notre réflexion, quelle que soit notre position dans le système de santé, et il a été appelé à une meilleure cohésion des acteurs de la santé, et je partage tout à fait ce point de vue, et je pense que véritablement la pierre angulaire de notre réflexion, c'est cet accès aux soins de la population. Et je voudrais ajouter à ce souci d'accès aux soins de la population quelque chose qui me paraît fondamental, qui a été évoqué par Monsieur Mégerlin, qui est la responsabilité, qui doit continuer, bien entendu, à être au fait de notre réflexion. Et c'est également la détresse sociale. Notre continent connaît la détresse sociale. Et nous devons, bien entendu, en tenir compte
pour apporter le meilleur soin possible, en tenant compte aussi de la transformation de l'information aujourd'hui. Et ça, c'est tout à fait d'actualité. On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle et on en reparlera. L'intelligence artificielle va amener nos professions à changer. Les médecins d'aujourd'hui ne seront plus les médecins de demain, ou les médecins de demain ne seront plus les médecins d'aujourd'hui. Les pharmaciens également, les professionnels de santé, tous les professionnels de santé sont appelés à changer. Et bien entendu, nous devons en tenir compte dans notre réflexion. Il me semble que ce qui me paraît majeur, j'ai beaucoup entendu parler d'environnement. J'ai beaucoup entendu parler de ce qui va modifier la profession. Mais je n'ai pas entendu parler d'autocritique. L'autocritique personnelle, et ça nous a été rappelé, Monsieur de France nous a dit « le poids du pharmacien au Maroc est faible ». Posons-nous la question pourquoi ? Est-ce que chacun de nous ne doit pas nous intéresser justement à ce qu'est la profession ? Et pour revenir aux sciences sociales, je suis une grande adepte des sciences sociales, des sciences de la santé, parce que les sociologues nous apprennent beaucoup, les philosophes nous apprennent beaucoup. Socrate déjà disait « connais-toi toi-même ». Pour connaître les autres et pour avancer, il faut déjà se connaître soi-même. Et je pense, et ça nous a également été dit par Monsieur Oubaissi, qui nous a dit « chaque pays doit définir ce qui a été appelé les OTC, over-the-counter pour les anglo-saxons, mais prenons un autre terme, prenons une autre appellation, médicaments conseil en fonction des pays et en fonction de la nature du pays et des relations des professionnels de santé avec la population. Nos collègues africains nous ont rappelé, d'Afrique subsaharienne, nous ont rappelé à juste titre le problème des médicaments périmés. Et c'est un grand problème de santé publique en Afrique subsaharienne. Voilà une réalité dont évidemment le professionnel de santé doit tenir compte. Comment nous préoccupons-nous, nous, au Maroc, des patients ? Avons-nous vraiment une officine tous les 100 mètres ? Est-ce que dans les zones rurales, le pharmacien se comporte de la même façon que dans les villes ? Il y a toute une réflexion. Est-ce que le nombre des pharmacies, et ça a été justement rappelé, n'est pas un problème aujourd'hui dans notre pays ? Évidemment, je ne proposerai pas de solution, mais je pense que le Conseil de l'ordre des pharmaciens doit d'abord réfléchir sur sa situation, sur les problèmes qui handicapent la profession et trouver des solutions avant de s'en remettre ou de mettre en cause l'environnement, qui bien entendu est aussi un facteur de responsabilité évidemment majeur. Et puis j'ai beaucoup entendu parler, et c'est tout à fait juste parce que c'est une préoccupation de tous les professionnels de santé, les médecins inclus, c'est la formation continue. Comment veut-on avancer s'il n'y a pas de formation continue obligatoire ? Les médecins aussi, nous nous battons depuis des années. Nous voulons qu'on nous oblige à avoir une formation continue. Or, nous ne l'avons pas, parce que le ministère de la Santé nous répond « ça coûte trop cher ». Mais est-ce qu'il n'est pas du devoir d'un pays que ses professionnels de santé soient des gens au courant de ce qui se passe dans le monde ? Et dans le cas de la prescription spontanée, ce que j'appellerais sans ordonnance, je crois que c'est fondamental. Regardons les expériences dans le monde. Regardons l'épidémie qu'il y a aujourd'hui d'addiction aux antalgiques opioïdes aux États-Unis, où c'est une vraie catastrophe parce que le médicament est donné sans prescription. Et cette épidémie est en train d'arriver en Europe. Elle atteint les sujets jeunes, elle atteint les sujets âgés, mais elle atteint aussi les enfants, les adolescents. Et aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller, bien entendu, non, mais il faut qu'il y ait une réflexion appuyée par la notion de responsabilité, c'est fondamental, et appuyé par la formation continue, c'est aussi fondamental. Je crois qu'il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas évidemment m'étendre trop longtemps, parce qu'il y a un deuxième sujet tout à fait intéressant, et on reviendra sur la discussion si vous le souhaitez tout à l'heure. Mais pour conclure, je crois que pour que les professionnels de santé travaillent ensemble et se comprennent, parce qu'aujourd'hui nous savons que nous avons tous besoin les uns des autres, personne, aucun de nous dans les professions de santé ne peut travailler tout seul. Nous appelons de nos voeux à rapprocher les médecins, les pharmaciens, les médecins dentistes, les infirmiers. Il faut que l'éducation, la formation des professionnels de santé se fasse ensemble. Si chacun grandit de son côté avec ses propres convictions de constituer une entité à part, bien entendu, nous allons rester fragmentés. Et qui est le perdant dans l'histoire ? Eh bien entendu, c'est le patient. Et je pense que si nous réussissons à unir nos efforts et à faire en sorte, et dans certains pays, il y a des universités de la santé,
Il y a aussi une ébauche aujourd'hui de réflexion d'université de la santé. Il y en a une à Casablanca qui est une université de la santé, mais je pense que nous sommes encore à une ébauche d'expérience et qu'il faut que l'on développe l'université, les universités de la santé, en n'oubliant pas la dimension humaine que représentent les patients et en accordant une place importante dans la formation des professionnels de santé aux sciences sociales, à la sociologie, à la philosophie, à la réflexion, qui font que nous ne sommes pas uniquement des techniciens, nous sommes aussi des humanistes. En tout cas, il faut espérer que nous le restions longtemps, même si l'intelligence artificielle arrive, et on pourra en discuter tout à l'heure, et tout cela, bien entendu, dans l'intérêt des patients. Merci de votre écoute.